Aujourd'hui, on va s'attaquer à un livre, un monument qui a osé s'aventurer sur un terrain totalement miné pour le 19e siècle, la sexualité humaine. Son titre, c'est Psychopathia Sexualis, et c'était en fait la toute première tentative de cartographier, de classer, bref, de comprendre scientifiquement le labyrinthe du désir. L'auteur Richard von Kraftebing a choisi de commencer son livre avec cette citation de Schiller. C'est une façon assez géniale de poser le décor. En gros, ce qu'il dit, c'est « Écoutez, tout le monde sait que la faim et l'amour sont les deux moteurs de l'humanité. Mais bizarrement, la science s'est jetée sur la faim et a complètement laissé l'amour aux poètes. » Et voilà, c'est exactement la mission que s'est donnée Psychopathia Sexualis. Prendre ces fameux rouages, ce truc intime, mystérieux, souvent jugé, et oser le mettre sous un microscope. Pour l'époque, c'était une démarche radicale, presque une provocation. Alors, voilà comment on va décortiquer tout ça. D'abord, on va voir en quoi ce livre a tout changé. Ensuite, comment il a essayé de tout ranger dans des petites cases. On parlera des concepts clés qu'il a littéralement inventés, puis on abordera le gros morceau de sa vision de l'homosexualité, et on finira par se demander qu'est-ce qui nous reste de tout ça aujourd'hui. Ok, on y va. Pour bien comprendre le choc qu'a été ce livre, il faut s'imaginer l'époque. Avant Kraftebing, la psychologie du sexe, ça n'existait tout simplement pas comme domaine scientifique. C'était un sujet pour les prêtres qui parlaient de péché, pour les juges qui parlaient de crimes, ou pour les artistes, mais certainement pas pour les médecins en blouse blanche. Et ça, c'est le point crucial à comprendre. Ce livre n'a pas été écrit pour faire le buzz dans les salons. Pas du tout. Kraftebing, lui, voulait créer un outil de travail pour les pros, pour les médecins, les avocats, les juges. L'idée, c'était de leur donner une grille de lecture pour comprendre des comportements qui, jusque-là, étaient juste condamnés sans chercher plus loin. On passe de la morale à la médecine. Bon, alors comment il s'y est pris ce Kraftebing ? Eh bien, il a fait ce que les scientifiques de son temps adoraient faire, classer. Tout classer. Il a abordé la sexualité un peu comme un explorateur qui découvre une nouvelle jungle. Il a donné un nom à chaque espèce, il a tout organisé, tout hiérarchisé, souvent avec une logique très binaire. Son point de départ, sa base, c'est ce qu'il appelle l'anesthésie. Pour lui, c'est le degré zéro du désir, une absence totale d'instinct sexuel. Et attention, il ne voit pas ça comme une simple variation, mais comme un défaut de fabrication, une anomalie. Et de l'autre côté du spectre, qu'est-ce qu'on a ? L'hyperesthésie. Le contraire absolu, un désir qu'il décrit comme maladif, hors de contrôle, insatiable. Vous voyez le système ? D'un côté le vide, de l'autre le trop-plein. C'est en définissant ces extrêmes qu'il essaye de cerner ce qu'est la norme. Là, on touche à quelque chose de fondamental. C'est dans ce chapitre que Kraftebing a inventé deux mots qui sont passés dans le langage courant. Il a été le premier à mettre le doigt sur ce lien étrange et puissant entre le désir sexuel et les notions de cruauté, de pouvoir et de soumission. C'est fascinant de voir à quel point sa distinction est claire, presque symétrique. D'un côté, le sadisme, le plaisir est lié à l'acte de dominer, de faire mal, c'est l'impulsion active. De l'autre, le masochisme, le plaisir vient du fait de subir, d'être soumis à la volonté de l'autre. C'est le désir passif. C'est vraiment le pile ou face d'une même pièce qui connecte le plaisir à la transgression. Et pour construire sa théorie, il est allé chercher des exemples un peu partout. Dans l'histoire ancienne, en parlant des empereurs romains et de leurs excès. Dans la biologie, en notant ce réflexe quasi animal de mordre ou de griffer. Et bien sûr, dans les témoignages de ses patients qui décrivaient des rituels de pouvoir purement symboliques. On continue notre exploration avec un autre concept qu'il a été l'un des premiers à formaliser. Le fétichisme. L'idée, c'est que parfois, le désir sexuel fait une sorte de court-circuit. Il ne se dirige plus vers une personne dans son ensemble, mais se fixe avec une intensité folle sur un objet ou un détail. La définition est limpide. L'objet n'est plus un accessoire, il devient la star. La personne qui porte la chaussure, le gant, elle peut même devenir secondaire. C'est l'association dans le cerveau entre cet objet et l'excitation qui devient le moteur de tout. Et dans ces études de cas, il y a des objets qui reviennent tout le temps. Les chaussures, par exemple, c'est un grand classique. Il nous raconte l'histoire d'un patient complètement obsédé au point de ne plus pouvoir fonctionner normalement, passant ses journées à errer devant les boutiques de chaussures. Ça continue avec les cheveux. Il décrit des cas d'hommes qui ne pouvaient s'empêcher de couper les tresses des femmes dans la rue. Ou encore les uniformes, qui agissent comme un déclencheur surpuissant, un symbole d'autorité ou de virilité qui met le feu aux poudres. Et ça va même plus loin que les objets. Parfois, c'est une texture. Le livre est rempli d'histoires de patients pour qui le simple contact de la fourrure, du velours ou de la soie sur la peau était le plus puissant des aphrodisiaques. C'est la sensation tactile qui devient le cœur du désir. Bon,
Là, on arrive à la partie la plus problématique du livre, vue d'aujourd'hui. C'est vraiment crucial de comprendre que le terme inversion sexuelle, c'était le jargon médical de l'époque pour parler de ce qu'on appellerait l'homosexualité. C'était une tentative de l'expliquer, oui, mais à travers le prisme de la pathologie. Pour Krafft Ebing, l'idée était simple. Un inverti, c'était quelqu'un né avec une âme de femme dans un corps d'homme, ou l'inverse. Une sorte d'erreur de la nature. Alors d'un côté, c'était un progrès de dire que c'était inné, pas un vice ou un choix, mais de l'autre, ça revenait à le classer comme une maladie, une anomalie biologique. Cette citation, elle est tirée d'une des études de cas et elle est absolument glaçante. Elle nous jette à la figure la souffrance et la détresse de ces personnes, piégées dans une époque qui n'avait aucun mot bienveillant pour les décrire, aucune place pour eux, à part dans un livre de médecine qui les étiquetait comme anormaux. Alors, au final, que faire de ce livre aujourd'hui? C'est ça toute la question. Son héritage est un vrai sac de nœuds. C'est à la fois une avancée scientifique incroyable pour son temps et en même temps un catalogue de préjugés qui ont fait beaucoup de mal. Un vrai paradoxe. Récapitulons. Le côté positif, en transformant ses comportements en conditions médicales, il a ouvert la porte à moins de jugements moraux. Et il nous a donné des mots, sadisme, masochisme, qu'on utilise encore. Le côté négatif, ces mots étaient ceux de la maladie, de la dégénérescence. Et pourtant, et c'est le paradoxe ultime, en les décrivant, même comme des cas pathologiques, il a donné une voix, pour la toute première fois, à des gens qui étaient jusque-là totalement invisibles. Leurs histoires, leurs mots, existaient enfin quelque part. En fait, Psychopathia Sexualis fonctionne comme un miroir de son époque, avec toutes ses certitudes et ses angles morts. Et ça nous oblige à nous poser une question assez vertigineuse. Parmi toutes nos vérités d'aujourd'hui, nos diagnostics, nos définitions de ce qui est normal, lesquelles feront sourire ou grincer des dents dans 100 ou 150 ans? La question reste ouverte.